Bonjour Eva. D'ailleurs, Bonjour. comment on prononce ton nom de famille? Parce que je c'est Martin, juste tout simple ou? Oui, c'est juste Martin, tout simplement. Ouais, D'accord. ouais. Donc Eva, donc nous On sommes peut le avec prononcer à l'anglaise, hein, si tu préfères, mais donc bonjour Eva, bonjour, Twitch, bonjour, YouTube, dans le futur et bienvenue, on est vraiment ravis de t'accueillir pour parler de bah, je ton suis roman. ravie d'être ici. Donc c'est le roman Miska, normalement vous voyez la magnifique couverture. Et qui est paru aux éditions Critiques il y a, 15 jours à peu près. 15 Voilà. jours tout pile d'ailleurs. Tu es graphiste de formation? C'est Oui, ton 1er roman publié, c'est ça? exact, oui. Et on a un roman qui est, déjà, bien dense, 392 pages, très, enfin qui parle de beaucoup de sujets, qui questionne beaucoup de sujets. Mais de toute façon on va y revenir durant l'interview. Ma première question, ce sera, une question que certains détestent et que d'autres apprécient. Pourquoi écris-tu? Ah, ah, ah. C'est alors, je la déteste pas, mais les raisons sont nombreuses et complexes. Je crois qu'en partie, j'écris parce que je lis beaucoup, de fantaisie, de SF, des littératures de l'imaginaire et même pas que d'ailleurs, je lis beaucoup en général et et puis, bah, ça donne envie en fait tous ces moments de plaisir que j'ai pu ressentir en lisant les autres, à un moment donné, on finit par se dire, «Ouais, j'aimerais bien essayer d'offrir ça aussi, de mon côté». Donc ça, c'est la raison, altruiste et puis évidemment, côté personnel, comment formuler ça? Ça me permet à moi de m'évader, un peu comme quand on bouquine, un roman qui nous plaît, mais ça me permet de m'évader dans mon univers à moi et c'était vraiment super plaisant. Égoïstement, j'adore ça, voilà. Pourquoi du coup, l'imaginaire? Pourquoi, Heu ce cadre? Et alors c'est pareil, il y a ces doubles raisons, puis elles sont presque paradoxales en fait. C'est d'une part, ça me permet de déconnecter à la fin de la journée, de faire vraiment une pause dans le monde, de partir, dans des univers, parallèles et merveilleux que j'adore. Et puis d'un autre côté, en fait, la plupart des livres que j'apprécie, se servent de l'imaginaire, que ce soit en SF, en fantasy, en fantastique, se servent de ces mondes merveilleux pour en fait étudier les travers de l'humanité en général. Il y a souvent quand même des thématiques qui sont plutôt universelles et qui peuvent très bien s'appliquer à notre monde bien réel. Oui, je suis bien d'accord. Je suis contre ce discours, de certains qui disent que la fantaisie, c'est juste pour s'évader, alors que c'est tellement plus que ça. Au pire, c'est que pour les enfants. Est-ce que tu as une, routine d'écriture? J'ai en fait, oui, j'ai une espèce de routine, c'est-à-dire que, c'est un cycle de écriture, non-écriture qui est assez rapide. Je vais passer, 2-3 jours sans écrire parce que, je bloque un peu sur quelque chose. Il y a un truc, je suis pas satisfaite, de sans même l'avoir écrit, je suis pas satisfaite de ce que je vais faire. Et puis, au bout en général de 2-3 jours, une semaine maximum, pouf, ça y est. Alors soit je me lance parce que ben voilà, faut y aller, faut pas laisser traîner trop longtemps le projet. Soit l'inspiration, la petite idée est venue et puis là ça va être de nouveau 2-3 jours d'écriture. Le temps d'arriver au bout d'une scène qui était dans mon esprit et que je savais à peu près comment tourner. Et puis bah voilà, c'est pas tout à fait des blocages, mais des petits moments de réflexion. D'accord. Alors, je vais changer de scène. Tu as un blog où tu partages, des réflexions sur Oui. l'écriture, et des illustrations. Hem, le blog est là et donc des illustrations qui sont parfois liées à Mixca, parfois, pas vraiment. Enfin, en tout cas, c'est pas présenté comme tel. Oui, non, non, il y a un peu de tout Hem en effet. et alors, remarque personnelle, j'adore, le dessin des visiteurs. Vraiment, je suis une grande fan, Merci Hem, beaucoup. tu dis sur ton blog
qu'il n'y a qu'une frontière, ténue entre, l'écriture et le dessin, que l'imaginaire te pousse à franchir souvent. Comment le dessin t'aide-t-il ou est-ce qu'il, comment est-ce qu'il peut t'influencer dans ton processus d'écriture? S En fait, il y a certaines scènes je suis très visuelle. Quand je lis, me c'est, voilà, c'est, la le c'est le box office dans ma tête, il y a les effets spéciaux et tout, je vois tout. Et beh, évidemment, c'est un peu pareil quand j'écris ou quand je réfléchis à une histoire et il y a certaines scènes ou certains animaux, certains objets, des choses que j'écris beh, que vraiment je vois dans ma tête et que je ressens le besoin de coucher sur le papier, tout simplement. Donc en fait, c'est une partie qui est plus liée au moment de la construction de l'univers, où où je mets en place des petites, choses dans ma tête qui seront pas forcément dans le livre. Voilà, ça me permet de poser, de concrétiser un petit peu les choses que j'ai dans mon cerveau. Hem et du coup, ça te plaît, enfin, comment du coup ces choses, elles viennent dans ton cerveau finalement? Quelles sont, Ouh là! c'est toujours les questions les plus fun au début, t'inquiète pas. Ça ira mieux après. C'est quoi, enfin, le processus d'inspiration? Est-ce que tu fais des recherches, par exemple? Est-ce que tu as fait des recherches pour ce roman? Ou est-ce que, c'est plus, ben, je sais pas, tu vas voir une enseigne dans la rue et tu vas te dire: «Ah, ce graphisme, ça m'inspire ça» ou je sais pas, enfin. Je fais des recherches quand j'écris, mais c'est plus pour éviter des incohérences, bah, voilà, essayer de décrire, en termes de technologie. Là, on est, sur Miska, on est sur une société inspirée un peu, 15e, 16e siècle européen. Donc, bah, voilà, essayer de me caler à peu près sur les vêtements, les techniques, les, matériaux et cetera. Mais ça, en fait, ça a lieu, après ou en tout cas la toute première inspiration, elle se fait toute seule un peu. C'est-à-dire qu'il faut j'ai besoin d'abord de trouver le thème de ce que je veux faire, ce fameux thème sociétal, ce petit truc que je veux aborder à travers la fantaisie. Ça, c'est vraiment ce qui arrive en premier. Après, l'univers, voilà, en général et puis avant de commencer à écrire impérativement, la voix, au moins la voix d'un des personnages, en fait. D'avoir vraiment un type ou une nana, qui commence à parler tout seul dans ma tête et là, c'est que ça y est, j'ai un angle d'attaque, je vais pouvoir le ou la faire parler et puis on peut démarrer. D'accord. Hem et du coup, comment c'est né Miska? Enfin, c'est quoi l'idée, qui a fait germer le projet? L'idée, bah, comme je disais, c'est le thème pour moi qui arrive en premier. Oui. Et là, le thème, c'était, un peu un truc un peu uchronique, de se dire, bah, si au XVe siècle, au lieu d'aller, nous, l'Europe, coloniser, les Amériques, si c'était une autre civilisation, qui avait débarqué et s'il y avait eu le même écart technologique, insurmontable, comment les choses se seraient passées? Donc ça, c'était vraiment on va dire l'intro de l'idée et puis la volonté de parler de conflits, mais à hauteur de gens normaux, en fait. Parce que voilà, c'était pour moi, en fait, c'est important pour moi parce que il faut que pour me sentir légitime à écrire, il faut que j'arrive à trouver un angle d'attaque que j'estime, plutôt original, en fait et c'est vrai que, bah, voilà, quand on lit de la fantaisie, niveau conflit, il y en a bien sûr, hein, à hauteur d'homme et puis il y en a sur les mêmes thèmes mais souvent on va avoir des gars qui montent en puissance, qui deviennent, des super mages ou des super guerriers ou qui sont l'héritier secret de la prophétie de je ne sais quoi Oui. et voilà, j'avais envie vraiment de partir sur les kidams, moyens qui se prennent sur la tête, heu, un contexte, géopolitique qui est beaucoup trop gros pour eux, en fait, Mmh. voilà. Oui, bah, avec, enfin, ça se voit, dans le roman parce que c'est vraiment, il y a beaucoup c'est très terre à terre et Mmh. c'est ce qui est voulu du coup et ça amène, de l'immersion aussi, dans l'ouvrage. Du coup, parce que ça oui, c'est des gens normaux et en fait, ça pourrait être,
nous à une époque un peu différente, mais c'est pas si loin. Ouais, c'est ça. Je voulais pas des personnes, pour le coup, mes personnages ne sont pas fantasy, en fait. C'est voilà, c'était un peu le la piste, c'était, d'avoir des personnes auxquelles on pourrait vraiment s'identifier, quoi. C'est-à-dire que, voilà, ils se plantent, ils essayent des trucs ou ils essayent pas, ils ont leurs défauts et les qualités de leurs défauts, parfois. Je vais parler un peu, de l'objet livre. Donc on a Oui. la couverture, c'est Éric Marcellin qui l'a réalisé? Alors, Éric Marcellin, c'est l'éditeur, qui a chapeauté Mmh. tout le projet et alors c'est Sébastien ou Stéphane, Sébastien Anony, voilà. J'ai toujours, je sais qu'il y a un S et à chaque fois je veux l'appeler Stéphane. Sébastien Anony qui a fait l'illustration. D'accord. Hem et par contre, à l'intérieur du livre, il faut l'acheter pour voir. Il y a une magnifique carte que tu as réalisée. Est-ce que Oui. tu avais déjà essayé de tracer, une carte de ton univers avant le livre ou c'était une volonté de l'éditeur? Oui, 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 j'ai plus qu'essayé, il y a eu plusieurs versions de la carte que je garde toujours pas très loin de moi parce que je suis une tête de linotte et j'ai besoin de la carte pour me figurer les échelles, en combien de jours, selon mon univers, on peut aller de tel point à tel point. Est-ce que tel bled est plutôt au nord de celui-là ou à l'ouest? Et puis il y a une rivière, ceci, cela. Enfin voilà, j'ai besoin de ça pour pas faire d'erreurs géographiques. Et du coup, enfin, quand tu as construit la géographie, est-ce que tu as commencé par faire une carte? Ou est-ce que tu t'es dit: «Bah, tiens, j'aimerais qu'il y ait telle ville» et après, tu as développé, ça? Je sais pas si ma question En fait, j'ai commencé par faire une carte relativement simple qui ressemblait plus à une grosse patate parce que c'était pour mon information personnelle. Et puis voilà, à séparer les régions, etc. Et puis évidemment, j'avais déjà mes premières villes. Et puis bah, après, au fur et à mesure des aventures de mes petits gars, j'ai placé les différentes étapes. Voilà, donc c'est une carte qui est pas exhaustive parce qu'en fait, il y a quasiment uniquement les lieux où vont aller les personnages ou les très grandes villes de cette région du monde. et quand tu crées, globalement, comment tu choisis les noms des lieux, des personnages? Oui, oui, alors ça, c'est toujours une vraie question. Alors, j'essaye de choisir des trucs pas trop imprononçables. J'aime bien avoir des noms un peu à la française, alors en essayant de trouver un lien géographique avec l'emplacement de la ville. Donc on va avoir des trucs récifs, on va avoir la ville de Travers qui est un carrefour, voilà, donc j'essaye de bidouiller comme ça, mais c'est vraiment c'est un exercice pas simple. Et pour les personnages, c'est pareil, quoi. Il y en a quelques-uns qui ont changé. Il y a eu des recherches en place, divers et variés. Hem, donc comme tu l'as dit, toi, tu rentres dans ton univers, par, la pensée d'un personnage et c'est aussi comme Mhm. ça que tu nous as fait rentrer, par la pensée de Datien, donc c'est, un capitaine, un vieux briscard comme tu as dit dans une autre interview, Oui. heu, qui dirige un escadron, assez hétéroclite. Pourquoi, avoir choisi, enfin, toi tu rentres dans l'univers d'un point de vue interne, pourquoi, nous maintenir à ce point de vue interne? Ah, parce que justement, alors ça, c'était hyper important pour moi, parce que c'était le focus idéal pour moi pour être à hauteur d'homme dans ce fameux conflit trop grand pour nous pauvres, nous pauvres petits êtres humains. Et en fait, ça me permet de montrer les failles des personnages et comment ils vivent toute cette situation, mais sans les juger, en fait. C'est-à-dire que c'est au lecteur de voir ce qui se passe, quelles sont les décisions que le personnage prend et que le lecteur, lui, aurait peut-être pas pris, et puis les incompréhensions qu'il peut avoir de telle ou telle situation. Et moi en tout cas, ça me permet de mettre mes persos vraiment face à leurs propres décisions. Et c'est quelque chose que... Alors c'est pareil, hein, dans les multiples phases d'écriture, il y a eu de l'écriture à la troisième personne, même si on restait focus sur Dacia.
et je me sentais beaucoup plus immersive en passant à la première personne, vraiment au narrateur, voilà, on est dans sa tête. Non et puis, enfin, j'avais lu, avant de commencer le roman, par hasard, j'avais lu un texte sur sur la première personne qui disait un gros écueil, c'est, il faut pas dire à l'avance quelque chose, qu'un personnage n'a pas vu, ce qui est logique factuellement. Hem Et en fait, je trouve que vraiment ça, tu le réalises hyper bien, c'est qu'on est vraiment plongé dans son point de vue. C'est-à-dire que c'est sûr que, bah, il a pas entendu le personnage, il l'a pas entendu. On va pas dire, Mmh. il a pas entendu que tel avait dit, telle Oui, chose. Et ça, c'est ça. c'est vraiment agréable, je trouve. Ah, c'est gentil. C'est gentil. Moi, le principe de ça, c'est que du coup, ça m'interdisait de le juger dans ses actions et que ce soit lui ou l'autre narrateur, puisqu'ils sont 2, c'était, voilà, je suis pas dans le jugement de ce qu'ils font. Le lecteur, il peut juger s'il veut, c'est voilà, après, chacun, fait ce qu'il veut de ça, mais voilà, je voulais les montrer, dans leur humanité brute, en fait, de la manière la plus brute possible. Hem, on suit Dacia, mais on suit aussi, son groupe, enfin son escadron. Avec beaucoup de personnages, il y a Ron, qui est le second, Calix, Lohan, Ivold, Arnat, Finn, Hogar, Atton. J'avais vérifié, mais j'en ai peut-être oublié, je ne crois pas. Ah, il doit te manquer Nario Ah mais et Petite. je voulais pas le mettre Tu tout l'as de dit? suite. Non, je voulais pas les mettre Ah tout de non, suite. pardon. Mais c'est pas grave. OK, Si tu veux bien en parler, ça me dérange pas. OK, pas de Mais oui, effectivement. Hem, donc c'est un groupe de personnages qui va évoluer, bah, par exemple avec l'arrivée, de Nario, de Petite, et même, de compagnons, éphémères dans ce groupe. Et ils ont pas le même niveau, d'importance dans le récit. Comment est-ce que, tu mets en place, ces personnages, Est-ce que ça devient naturellement? Est-ce qu'il y a certaines, relations, certains points de bascule que tu prévois à l'avance? Oui, il y en a certains, alors pour le coup, pour essayer de pas spoiler quand même non plus, il y en a certains qui sont super importants dans la narration du roman en entier. Donc ça, cela, c'était vu, enfin, c'était prévu dans mon esprit avant. Après, je manque, je sais qu'il y a des gens qui bossent avec des trucs hyper structurés, des arcs narratifs, des apex, des rebondissements et tout. Et là, je suis un peu une quiche là-dessus. Enfin, c'est-à-dire que j'ai pas la méthodologie pour faire ça, et donc c'est très à l'instinct. Des Voilà. tableaux Excel aussi. Oui, voilà. Oui, j'ai pas ça, non. Et mais est-ce qu'il y a enfin, quand tu pars sur des personnages, est-ce que par exemple tu te dis: «Bah, juste, j'ai un trait de caractère pour ce personnage» ou un trait, enfin, est-ce qu'il y a quand même deux trois trucs que tu définis à l'avance, ouais, le trait de caractère ou par exemple on va en reparler plus tard, mais il y a une magie. Est-ce que tu te dis: «Bah, tiens, lui, il va avoir de la magie» ou pas? Oui, oui, quand même, il y a un petit micro descriptif, de personnages. J'ai menti, j'ai peut-être un tableau Excel où j'ai, du coup, les noms des personnages, les descriptions physiques quand même. Faut essayer de passer de blond à brun sans faire exprès. Et puis, ouais, mais vraiment une ébauche d'historique, en fait. Voilà, alors lui, il est célibataire, lui, il a perdu sa bonne femme, elle a fait ci, voilà. Essaye de me fixer comme ça un mini cadre, et puis après, en fait, au fur et à mesure de l'écriture, je vois si bah, ce personnage va rester très secondaire et voilà, où on va pas beaucoup plus en parler, ou si vraiment il commence à se faire une place dans l'histoire, et puis bah là on va compléter au fur et à mesure pour lui donner plus de corps. Il y a eu un petit bug caméra, mais on a eu tout le son, donc Ok. Oui, c'est ma connexion internet de haute qualité, c'est très possible. hem Du point de vue des personnages, on se met aussi, du point de vue opposé, du côté, des Kinosh, des envahisseurs, par la vision d'Azalon. Pourquoi tu as voulu passer de l'autre côté?
C'était, hyper important pour moi, alors et curieusement, c'est même pas venu tout de suite, mais c'est devenu capital, quand j'ai décidé de le faire. Heu, Parce qu'au-delà de vouloir, faire vivre à mes personnages ce conflit, où ils sont un peu perdus, où c'est la voilà, il y a tout va trop vite, trop fort, partout, hem et ben, en fait, il y a un autre thème qui m'est arrivé et vraiment je pouvais pas le mettre de côté, c'était le fait que vous pouvez demander à n'importe quel partisan d'un conflit quelconque, quelque part dans le monde, non seulement il est persuadé de faire ce qu'il fait pour les bonnes raisons, mais en général, quand on part en guerre, on est aussi persuadé de faire ça pour sa propre survie, en fait. C'est vraiment les convictions de tous bords sont toujours, intenses et existentielles et je voulais vraiment montrer ça des 2 côtés. C'est-à-dire que quand ce thème-là commençait à apparaître, le second narrateur est devenu, indispensable. Non et puis, enfin, comme tu dis, on est sûr, enfin, ils sont obligés de partir en guerre, il y a toujours une raison Mmh. à la guerre. Là, c'est très prosaïque, enfin, ils ont faim. Oui, exactement. Oui, C'est oui, c'est capital. Il faut faire quelque chose très nous vite, voulons voilà, vivre, nous allons devoir partir et puis voilà. c'est Hem, ça. il y a quelque chose, une autre chose que j'ai vraiment, bien aimé, dans le livre, c'est la manière, enfin, dont tu as amené l'univers en général, mais ce qui m'a vraiment fait basculer, c'est les créatures, enfin, quand tu as commencé à parler de créatures un peu différentes des nôtres et il y en a pas beaucoup et c'est ça que Non. j'ai apprécié. C'est, que, tu nous balances pas, 40 créatures, en disant: «Ah bah, regardez, c'est un univers différent». Heu, mais pourquoi du coup en avoir mis quand même? Pourquoi Mmh. avoir créé, pourquoi les avoir créés et comment tu les as créés? Beh, alors, je le bestiaire dans ma tête, il est là. Les 40 créatures, elles sont là. Franchement, ça faisait partie bah, pour moi, ça fait partie des plaisirs aussi de la fantaisie. Mmh. En revanche, je voulais pas imposer en effet une liste, à la Prévert, de bêtes avec des noms bizarres, parce que déjà c'était pas spécialement le thème du livre, hein. Il y a des ouvrages où vraiment, ça fait partie voilà, les personnages explorent, découvrent et puis bon, bah, voilà, cette faune et cette flore, c'est intéressant de les voir à travers leurs yeux. Là, moi, bah, c'est pas franchement la priorité de mes personnages, donc c'est pour ça qu'on les voit pas, de manière, trop ostensible. Mais oui, 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 moi pour de dans mon esprit, elles sont là et il y en a quelques-unes en croquis aussi, qui traînent à droite à gauche. Hem et du coup, comment tu les crées? Enfin, est-ce que ça vient naturellement? Est-ce Oui, là, oui. Mais là, franchement, c'est vraiment, c'est mon petit plaisir à moi, même sans forcément avoir, un thème de livre ou quoi que ce soit, dessiner des bêtes fantastiques, c'est vraiment le petit passe-temps si jamais j'ai 1 heure à perdre et une feuille et un crayon, voilà, il va y avoir un dragon, un stromon, quelque chose, un truc, un peu rigolo. Donc, je ne sais pas m'en empêcher. je pars, sur, autre chose de l'univers, Mmh. les civilisations, la politique, les religions. Donc les Chaldéciens, ils ont 5 fédérations différentes, 5 Mmh mh. territoires qui travaillent de concert. Il y a les longues côtes, les Causses, la Nordie, les hautes marches et les plaines de Mira. Et de l'autre côté, le territoire Kinoche, enfin, c'est assez peu décrit et puis je vais pas trop m'étaler dessus, mais il y a les Kinoches et un autre territoire, qui leur appartient. Mmh. C'est ça, c'est un empire en fait. Ils ont colonisé leur partie de l'hémisphère, ouais. Donc on pourrait enfin, pour ceux, qui, n'ont pas lu le livre, pourquoi ils ne se connaissent pas finalement? C'est qu'il y a un maelstrom au milieu, dans l'eau Mmh. qui fait qu'aucun des 2 ne pouvait traverser. Donc ça sépare un peu, en 2 ce continent, enfin cette planète. Hem et donc c'est 2 sociétés qui ont grandi en parallèle, 2 sociétés opposées à la f mais proches. Heu, par quoi tu as commencé quand tu as posé les bases de ces 2 sociétés?
Ça a été, ça a été du boulot, de par petites touches, en fait. Je J'avais des grandes lignes, je savais, comme je te disais tout à l'heure, je savais que je voulais, pour la société chaldécienne, quelque chose d'une Europe, 15e, par là. Bon, ça me faisait un début d'image. Et puis, du côté Kinoche, en fait, j'avais pas du tout envie de les typer. Du coup, j'ai fait des gros méli-mélos. On retrouve certains côtés d'une Europe à 19e, voilà, allez, pré-révolution industrielle, mais à peine. On retrouve des éléments, alors ça peut être un peu caricatural de le dire comme ça, mais des éléments un peu âge d'or arabe avec une passion pour la science, pour l'étude du monde et tout ça, des choses un peu entre guillemets japonisantes avec une société très codifié, voilà, les gestes du quotidien ont tous un sens, il faut, voilà, les faire d'une certaine manière parce que et voilà, mais c'est un gros melting pot, parce que justement j'avais, envie d'identifier un peu le lecteur sur la première partie avec mes petits chaldéciens, et puis après de laisser le lecteur juge, sur, bah, cette autre société qui est complètement différente et qui est tellement différente qu'en fait c'est impossible dans un premier temps au protagoniste de se comprendre et de comprendre les priorités des uns et des autres, quoi. Oui. Puis, ils ont enfin, c'est vrai qu'ils ont beaucoup de morts qui sont opposées, Mm. comme, enfin, il y a la place de la femme déjà, qui est, réifiée complètement d'un côté, égalitaire de l'autre, du côté des Chaldéciens. Mhm. Hem, Déjà pourquoi, cette mise en enfin, pourquoi faire cette opposition-là? Ah, c'est une bonne question, parce que dans un premier temps, c'était, juste ça me permettait de continuer à faire, augmenter le poids de ces incompréhensions. C'était voilà, il y avait un petit côté listing, qu'est-ce que, tel peuple pourrait faire que tel peuple ne supporterait pas et trouverait complètement dément. Donc, dans un tout premier temps, c'est rentré dans cette catégorie d'arguments. Et puis, bah, c'est comme avec mon histoire des doubles points de vue qui se sont imposés, que je disais tout à l'heure. Une fois que cette idée-là de la place de la femme dans la société, elle est arrivée sur le tapis, elle est devenue forcément importante, quoi. Il Mmh. fallait la traiter pour de vrai et pas juste la mettre de côté. Donc, bah, c'est devenu encore un thème de plus. C'est un thème qui est vraiment bien développé, du coup, notamment avec Petite, qui, mais on va pas, ça il faut lire. On va c'est Ah oui, là, malheureux, on peut plus rien dire, là, ouais. c'est malheureux, vous devez lire ce roman, enfin. Oh, tristesse. Hem Et aussi, bah, du coup, une autre, opposition, par exemple, la le fait de tuer des animaux, d'être carnivore, de faire, du cuir d'un côté, et de l'autre côté, alors c'est sacrilège, enfin c'est inimaginable. Je pense qu'ils enfin même, c'est le mot parce qu'ils ne comprennent même pas le principe. Hem, Comment est-ce que quand tu as développé un peu les sociétés, tu t'es dit, tu as construit ces oppositions enfin tu t'es dit: «Ah bah tiens, ils vont être comme ça de ce côté, donc de l'autre côté ça va être, opposé, voire, bah, justement, impensable». Ouais, c'est ça, il y a de ça et puis, y compris sur le traitement aussi de ceux qui sont dotés de la magie, locale de ce monde-là. Mais après le but, c'était un peu de pas charger toute la «méchanceté» entre guillemets chez l'envahisseur et tous les gentils trucs chez mes petits Chaldéciens. Donc, voilà, il y a des choses, qui sont un peu douteuses des 2 côtés, quoi. Mmh. Bah, notamment, enfin, aussi les religions. Mmh. D'un côté, on a des enfin, du côté des Chaldéciens, on a des religions très hétéroclites, un peu, chacun son temple, chacun ses croyances et puis, tout le monde respecte, enfin, peut-être que tout le monde ne respecte pas, mais globalement, ils cohabitent, quoi. Et Mmh. de l'autre Tout à côté, on a une religion d'État. Oui, Et c'est ça. En fait, la principale différence entre ces 2 civilisations, c'est qu'on en a une
qui a enfin, qui a choisi comme tu dis, de cohabiter sur plein de sujets, le fait qu'on a des grandes régions qui ont un système étatique global, mais en fait, ça ressemble plus à une Europe, d'aujourd'hui. Chacun a quand même son mot à dire, on s'entend pas toujours sur tout. Ça marche aussi pour les religions, voilà, c'est pas on n'est pas dans une harmonie extraordinaire, hein, mais voilà, chacun se tolère, voire se respecte. Et puis à l'opposé, on a une société qui est complètement homogène en fait, sur tous les points. Elle est très lisse, au point d'en être écrasante pour l'individualité des gens. Hem, est-ce qu'il y a du coup, des religions que tu as enfin, je repars sur la religion. Est-ce qu'il y a des religions que tu as plus, développées, par Alors, exemple côté chaldécien, assez peu parce qu'en fait, en effet, ils ont un panthéon très varié, voilà, bon, chacun a ses petits trucs. Il y a un peu de description sur certains cas, mais ça devient pas un thème et puis parce que, encore une fois, c'est pas un thème pour les personnages donc voilà, il y a pas eu, de besoin de creuser ce côté-là. Par contre, du côté de l'Empire Kinoche, ouais, ça va un petit peu plus loin parce que pour le coup, la religion et la politique, c'est la même chose pour eux donc voilà, c'est un peu comme le pharaon était l'incarnation de Ra sur Terre, voilà, leur dirigeant est une espèce de pape local. Donc voilà, pour eux, la religion est complètement entremêlée avec tous les moments de leur vie. hem et je vais revenir, cette fois sur les Chaldéciens. Donc, les Chaldéciens, ils ont une politique à part. Hem, on rentre on est globalement toujours, enfin, c'est pas vrai, mais on est beaucoup dans la même ville, qui est Assal. Mhm. Hem, est-ce que tu as développé, pour toi un peu, les autres régions? Oui, 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 bah, oui, parce qu'en fait, selon les différentes versions, il y a eu des fois, ils sont allés à droite ou à gauche. Donc oui, oui, j'ai des petits bouts de choses non finalisés, mais oui, oui, dans mon esprit, tout ça existe. Et donc Assal, c'est la capitale des Longues Côtes et Mmh. c'est aussi, la ville la plus prospère, heu, avant que les Kinoches arrivent, globalement. Mmh. Comment est-ce que tu as imaginé cette cité, enfin, parce que vraiment on se balade dedans, finalement. Mmh. Ça, c'est chouette. Heu, bah, comment je l'ai imaginé? J'avais en tête, des espèces de cartes postales un peu, imaginaires, qui mêlaient un tas de trucs. Franchement, quelque part entre le ouais, peut-être un Saint-Malo du 15e, ou une Marseille ou voilà, une ville côtière avec du chien. Qui bouge beaucoup et qui est très animée, qui est pas toujours reluisante parce que bah voilà, quand il se passe beaucoup de choses, on n'est pas dans quelque chose d'aseptisé. Et puis bah voilà, c'est pareil, elle s'est étoffée. Elle aussi, elle a eu une carte patate avec le port est là, le palais est là, etc. Et puis au fur et à mesure, voilà, elle s'est remplie, elle s'est étoffée de différents lieux et de différents styles de quartier. Et pourquoi avoir choisi la ville comme, lieu, comme épicentre, des actions? Ah, c'est une bonne question. C'est complètement arbitraire, je crois. C'est le lieu, c'est quand même le lieu de pouvoir pour la politique chaldécienne. Donc c'était l'endroit à défendre plus que tout. C'est le cœur de la fédération. C'est voilà. Et puis du côté des Kinoches, euh, c'est un peu ce qui est inavouable pour eux, quoi. Ils auraient vraiment préféré qu'il y ait personne sur ce continent pour pouvoir se l'approprier correctement. Et puis voilà, ils sont obligés de faire avec des gens. Voilà, ils aimeraient bien effacer en fait cette culture et voilà, faire comme si tout ça n'avait jamais eu lieu. Et d'ailleurs les Kinoches, donc ils débarquent, à Salles. Pourquoi à Salles et pas ailleurs? Parce que finalement, les côtes, ils les ont longées un moment avant de d'arriver à Salles. Oui.
Ouais, ouais, mais justement, je pense parce que ça leur, c'est, que voir cette, ville-là remettait, bah, tout en jeu pour eux, quoi. Parce que coloniser une civilisation, c'est quand même pas un truc super glorieux, même pour un kinoche. Et cette grosse ville leur pose un gros problème, quoi. Ils préféreraient vraiment qu'elle n'ait jamais existé et que ce soit qu'ils aient juste croisé trois bouts de village de pêcheurs le long de la côte. Là, on était sur quelque chose d'encore acceptable. Oui, nous, on va apporter la civilisation à ces pauvres païens ignorants. Là, une capitale, ça se pose là, quoi. C'est pour eux un problème éthique, politique, de gestion aussi, parce que c'est une ville qui est armée. Et voilà, quoi. Ils essayent de couper un peu la tête du serpent en commençant par là. Je vais partir un peu sur la magie du coup. Mhm, C'est chez les Chaldéciens, on appelle ça des charmeurs. Chez les oui, Kinoches, c'est des prêtres. mhm. Hem, il y a c'est une magie, qui est un peu diffuse, qui est pas présente de partout. Pourquoi, déjà pourquoi la magie en fait? Euh, c'est une vraie question. Heu, Pourquoi la magie? Moi, elle me sert un petit peu dans mes scénarios de comparatif technologique. C'est-à-dire que, je suis pas partie avec, des FAMAS et des mitraillettes d'un côté et des vieux tromblons de l'autre. Heu, c'est un peu la magie qui joue ce rôle-là. Dans le sens où elle apparaît de manière spontanée partout, chez les Chaldéciens comme chez les Kinoches, n'importe qui peut se retrouver avec un don qui peut être complètement varié, hétéroclite, pénible, ridicule, voilà, tout est possible. La vraie différence, c'est que, en fait, en termes de technologie ou de savoir-faire par rapport à cette magie, chez les Chaldéciens, on est un petit peu suspicieux par rapport à ça. Il y a des a priori. Voilà, le charmeur, c'est pas une super nouvelle en fait de découvrir que son enfant c'est un charmeur. Il y a de la voilà, il y a de la méfiance. Puis du coup, ça reste quelque chose de super artisanal, c'est-à-dire que chacun a son petit don. Des fois, c'est un peu utile, mais enfin, quoi qu'il en soit, c'est pas quelque chose socialement qui permet de s'élever ou de faire le malin. Et c'est tout à fait l'inverse chez les Kinoches, en fait. Là-bas, on la travaille, on la met on essaye de faire monter en puissance les capacités de ces prêtres mages. Voilà, et c'est vraiment le bon technologique que les Kinoches ont compris et que les Chaldéciens n'ont absolument pas saisi de leur côté. Et comment tu t'es dit enfin c'est, quand même, vachement, inédit une magie comme ça qui, enfin moi c'est la première fois que j'en vois, une magie comme ça qui a un peu, toutes les capacités sans en avoir vraiment une, propre. Oui. Ouais, alors là, pour le coup, c'était pas un thème, un parti pris, c'est venu plus ou moins tout seul, je pense, heu, un peu à la X-Men, en fait, tu vois? Tu ce côté mutant et puis pouf, tout peut arriver et c'est le coffret surprise, qui est un petit peu rigolo. Hem, la magie, j'ai perdu ma question. Je vais sauter et je reviendrai dessus, si ça me revient. Hem, au niveau social, donc c'est un roman qui a une grosse dimension sociale. Le thème, du coup, tu l'avais dit, c'est la colonisation éclair quand même et la résistance qui se forme. Mmh. Hem, comment, heu, enfin, on a une évolution aussi du dialogue, entre les 2. C'est, enfin, déjà la résistance, comment elle s'est mise en place dans ton esprit? Ça faisait partie des impératifs pour mes Ah oui. persos, en fait, parce ils étaient coincés dans une situation, insupportable, intenable, voilà. Ils avaient beaucoup de contraintes qui s'exerçaient sur eux, enfin sur eux en tant que peuple, hein. L'idée, c'était d'explorer un petit peu tout.
tout ce qu'il pouvait faire. Quelles sont les possibilités quand on est comme ça, écrasé par un truc sur lequel on n'a pas de prise. Et puis, bah, voilà quoi, de montrer aussi, heu, jusqu'où on est prêt à sacrifier ses valeurs, ses ambitions, son éthique, pour, la grande cause patriotique, voilà quoi. Jusqu'où on va, où est-ce qu'on s'arrête et c'est vrai que ça devient aussi une question importante, du livre quoi, de se dire: «Bon bah là c'est trop quoi, c'est trop. Faut, à un moment donné arrêter de de taper tout le monde». Puis c'est une question qui se pose, finalement des 2 côtés. Oui, tout à fait. C'est, enfin, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a un gros écho entre les 2 faces, les 2 opposés. Enfin les oui, Mmh. je je perds mes mots, je suis désolée. Il y a pas de Hem, souci. alors, sans entrer trop dans les détails, on a, on a la grosse histoire de la colonisation et en même temps, on a une histoire, beaucoup plus intime, plus personnelle, Mmh mh. hem, entre, 2 frères, de cœur, en quelque sorte. Donc, est-ce que, enfin, quand tu venu, est-ce que ça c'est venu naturellement ou est-ce que, tu as eu une piste à un moment et tu t'es dit: «Tiens, c'est un thème que j'ai envie de creuser»? Ouais, c'était un thème que j'avais envie de creuser et c'est rigolo ce terme que tu as employé, «frères de cœur» là, ils sont pas, ils sont pas des âmes sœurs en plus les 2 quoi. C'est-à-dire que vraiment, en Non. fait, le plus c'est là où ils ont vraiment les tripes, et de faire ce qu'il faut faire, c'est que c'est hyper facile de tomber dans un conflit, de tomber dans la haine de l'autre, dans la détestation de ce qu'on connaît pas. Tout ça, c'est facile, quoi. Je vais pas aller jusqu'à dire que mourir pour sa patrie, c'est facile, mais il y a un côté engrenage, qui fait que, ça glisse tout seul. Et en fait, les 2 ils ont cette réflexion, ce pas de recul, tout juste suffisant pour se dire bon, peut-être faut essayer autre chose quoi. Sauf que ils sont tous, il y en a aucun des deux qui est un mage surpuissant, ni aucun des deux qui est un fils caché d'un roi quelconque. Donc voilà, il va falloir faire avec les outils du bord. Non, c'était frères de cœur aussi dans le sens où, enfin, ils ont été élevés ensemble et ils sont pas frères de sang, mais d'un autre côté, ils ont vécu un bon moment ensemble. Ah mais pardon, mais moi je parlais de Azalon et de Dacian en fait, que tu disais frères de Ah cœur. non! Je Donc parle oui, là, pardon, oula, nous avons une je erreur parlais sur des la autres. personne. Ouais, pardon. Donc oui, Oui, je je voulais pas le pense dire que avec les mots parce que tout à l'heure, t'avais un mais peu, oui. Bah, alors, c'est vrai que dans la team, Caldécien, et dans la troupe de Dacia, en effet, oui, on a Ron, son second, qui est pour le coup vraiment son frangin, son frère de lait, quoi, oui. et puis il y a une interaction entre les 2. En fait, chaque personnage évolue dans toutes les histoires et puis, bah, voilà, quoi, tout le monde évolue pas dans les mêmes directions, donc sans spoiler trop, voilà, il y a quelques gros questionnements existentiels qui vont venir mettre à mal un petit peu cette relation, quoi. Ben, merci beaucoup, pour, tout, ces réponses, en tout cas, c'était vraiment, Merci à toi. est-ce que, il y a une question que tu rêves qu'on te pose et qu'on t'a pas posée? Oh là, non, j'essaye déjà de m'en sortir avec celle qu'on me pose. Je vais pas m'en rajouter. Non, 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 c'était super, super sympa de répondre à toutes tes questions. Il y a eu un peu d'impro, mais ça fait du bien. Comme ça, je retrace un peu aussi tout le chemin d'écriture. C'était super sympa. Alors, on n'a pas est-ce qu'on a des questions sur Twitch? A priori, non. A Parce priori, qu'on a non. été très complète, c'est pour ça. Oui et puis peut-être aussi que, samedi 10 heures, il y en a qui dorment encore. Oui, alors ça, franchement, ça m'étonnerait. Hem, bah, écoute, merci beaucoup pour cette interview. Je Merci à toi. je
tiens au courant pour, la rediffusion qui va arriver, à la suite des 2 autres qu'on doit poster, qui sont prêtes mais qu'on n'a pas postées et Mmh mh. bah, tiens, dernière question, c'est quoi la suite pour toi? Ah! Il y a des suites, il y a des choses, il y a des projets en cours. Le boulot de correction a été, tellement, comment dire? C'est très intense en fait, c'est beaucoup d'implications, d'énergie, d'émotion, tout ça et puis du coup, j'arrivais plus à travailler sur mes autres projets en cours. C'est-à-dire que du moment où j'ai signé le contrat, j'ai fait: «Ah!» et impossible de bosser sur le reste donc j'ai des choses en pause, et puis, je bosse, oui, c'est pas définitif encore, mais peut-être un retour en Caldécie. Pas pour une suite, mais pour autre chose, voilà, dans ce cadre-là, dont j'avais du mal à me détacher, en fait, à cause à cause, bah, de tout ç c'était quand même, ouais, super, super intense, donc là, je suis encore, complètement dans l'émotion et voilà, je reprendrai les autres projets dans quelques mois et puis, voilà. Il y a des choses en cours, ça, je peux dire. Non et puis il y a encore plein de d'aspects à explorer en Calvitie donc Bah, c'est ça, ouais. C'est ça, c'est ça. côté News Chimera, on se retrouve au prochain interview, je vais vérifier, c'est dans 2 semaines, le 1er décembre avec, Florian Soulas et puis, c'est déjà bien, je trouve. Bah, merci à tous, je coupe le Merci stream. pour ton travail.